Bonjour Abdelmalek. Bonjour Hassan. On te présente plus, j'imagine, prof de physique, enseignant à Bebzouar, entrepreneur en série, créateur notamment de plusieurs boîtes. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Insidium. La société, avec sa croissance numérique exponentielle, a des besoins de plus en plus importants à ce niveau-là. Et parmi ces besoins-là se situe l'ERP. Que peux-tu nous dire par rapport à l'utilité de l'ERP d'aujourd'hui dans les industries et entreprises? Très bien. Effectivement, ici, Jam, c'est un ERP. De facto, il apporte systématiquement tous les avantages, on va dire, intrinsèques aux ERP. Ntaya, vous avez parlé de digitalisation au sens large. L'ERP s'attaque à une partie de cette digitalisation. L'ensemble des activités d'une entreprise aujourd'hui doivent être digitalisées pour pouvoir suivre la cadence d'évolution du marché. Aujourd'hui, le marché, les changements des besoins, du comportement du consommateur est tellement rapide, tellement influencé par les réseaux sociaux, par les médias, que l'entreprise doit pouvoir coller à ces changements rapides. Pour pouvoir le faire, elle doit adapter les mêmes outils. Aujourd'hui, le client, il est outillé. Il a les réseaux sociaux, la communication, il communique très rapidement, il peut descendre un produit rapidement en le critiquant négativement sur les réseaux sociaux. Les clients sont outillés. Si l'entreprise n'est pas outillée, c'est un problème. Donc, la digitalisation, le besoin de digitalisation des entreprises, il est évident, il est clair. L'entreprise qui n'est pas digitalisée ou qui considère la digitalisation comme secondaire, donc elle n'a rien compris, elle n'a pas compris le monde d'aujourd'hui, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Ceux qui voient que l'informatique qui met au sens là, ils considèrent l'informatique comme étant une dépense qu'on relègue aux activités de soutien. On recrute un informaticien, on lui donne à gérer cet aspect. C'est une entreprise considère l'informatique comme ça, elle est vouée à disparaître très rapidement, très rapidement. Donc voilà, la digitalisation, c'est nécessaire. La digitalisation et profiter de la digitalisation au-delà du simple soutien aux activités, donc carrément développer des stratégies d'entreprise basées sur la digitalisation est un besoin vital. Maintenant, le ERP, il se positionne où? C'est ça la question justement, parce que c'est un besoin qui est né au niveau des industries et des entreprises. Et c'est surtout de ce que j'ai compris, parce que je suis pas spécialement dans le domaine comme toi, un outillage où on apprend au client à utiliser les meilleurs process pour son entreprise, de manière globale. Oui. C'est effectivement une des promesses des ERP. Une des promesses des ERP. Déjà, on va essayer de les définir, parce que c'est un terme vague. N'importe quel outil qui possède qui peut couvrir plusieurs départements, le besoin de plusieurs départements, de plusieurs fonctions d'une entreprise, telles que ressources humaines, finances, est automatiquement dénommé ERP. Oui, logiciel de gestion, c'est-à-dire que ça gère plusieurs secteurs de l'entreprise. Dès qu'il y a plusieurs modules, généralement, les gens ont tendance à appeler ça ERP. Nous, on va essayer de définir l'ERP par rapport à sa promesse. D'accord. Et surtout aux problématiques. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il promet, un ERP? Quand les ERP ont émergé, ils ont promis aux entreprises de centraliser l'information. Déjà, pour avoir une vérité unique. Déjà, pour que l'ensemble des activités d'une entreprise utilisent les mêmes chiffres. Déjà, on a tendance à oublier ça. Bien sûr, c'est le plus grand des avantages. On peut avoir des Excel, des Word, des rapports, etc., des versions qui sont diffusées. Une personne a l'information. La synchronisation qui posait problème. Qui posait problème. Donc, le RP, tout de suite, est venu pour centraliser l'information. Juste après avoir centralisé l'information, un autre besoin s'est fait sentir. L'IA, c'est standardiser le comportement et la pratique des acteurs de l'entreprise. C'est-à-dire, au lieu de laisser un commercial promettre des dates de livraison ou négocier des tarifs avec la Marasso,
on injecte dans l'ERP les règles de gestion. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que l'ensemble des acteurs vont utiliser les mêmes règles de gestion. C'est ce qu'on appelle, je crois, les best practices, les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques aussi, c'est un aspect. Donc, ça, on peut utiliser les bonnes pratiques proposées par l'ERP. Donc, la plupart des ERP prétendent avoir dans la boîte proposé les bonnes pratiques, même que ce soit InSeeJam ou les autres types, les autres ERP du marché, nationaux, internationaux, et ils prétendent avoir des bonnes pratiques. Ils prétendent au sens positif. Hein, Oui. D'accord. Donc, ça fait partie de leur proposition de valeur. Par contre, l'entreprise peut ajouter ses règles à elle, qu'elle suive les bonnes pratiques ou pas. Elle a des règles de gestion. Elle doit s'assurer que l'ensemble des employés utilisent les mêmes règles de gestion. Mais si tel commercial va proposer, va donner des remises à ses clients et l'autre commercial ne donne pas de remise arbitrairement. Non, on s'assure que la remise est calculée avec la même règle de gestion. Parce que ça peut entraîner des conflits après avec des clients si vous avez des mêmes références qui rentrent en contact et bien sûr. se sentiront floués par la suite. Bien sûr, c'est une pratique courante. Il y a certains commerciaux qui ont la main lourde sur les remises, il y a certains commerciaux qui donnent facilement des remises. L'entreprise doit s'assurer qu'elle a un comportement cohérent par rapport à ses clients. Donner l'exemple de la vente, mais le même exemple pour l'achat, pour la production, c'est pour l'ensemble des activités. Donc, les règles de gestion de l'entreprise peuvent être injectées dans l'ERP et l'ERP va s'assurer que ces règles-là, donc ce qu'on appelle un contrôle a priori, donc l'entreprise exerce un contrôle a priori sur les activités de l'entreprise en injectant les règles de gestion. La troisième, donc on a la centralisation. D'accord, centraliser l'information, c'est évident. C'est même chez les ERP, c'est basique, c'est l'informatisation qui a ramené ça. La notion même de base de données, la notion même d'informatiser, de logiciel, elle a ramené la centralisation. Les ERP aident le contrôle a priori, donc l'entreprise injecte des règles de gestion. Troisième niveau, c'est le contrôle a posteriori. C'est-à-dire qu'on laisse les gens travailler et à tout moment, on peut auditer qui a fait quoi, qui a donné le plus. On peut analyser les performances. On peut voir qui est en train de générer le plus de marge. Les commerciaux ont certes suivi les mêmes règles de gestion, mais ils n'ont pas la même performance. Avec les mêmes règles de gestion, quand on fait le contrôle a posteriori, quand on fait le pilotage de la performance, l'analyse de la performance, on va être sûr que tout le monde a fonctionné avec les mêmes règles. Donc, on peut dire que celui-là était plus performant que celui-là parce que en utilisant les mêmes règles de gestion. C'est plutôt bien ça pour pouvoir gérer une équipe et piloter et analyser les performances pour améliorer ça. Mais moi, l'idée clé que j'avais là-dessus, quand tu as parlé des contrôles a posteriori, j'imaginais plus un contrôle au niveau des entrepôts et des industries pour savoir lequel a le plus de pertes, de déficits. L'application n'est pas plus intéressante de ce côté-là. Non, pour contrôler. J'ai pas spécifié. Bien sûr, tout ce que j'ai dit, il est valable pour l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise. C'est-à-dire, j'ai pris l'exemple de la vente, donc on va dire l'outbound, mais bien sûr, on a tout ce qui est approvisionnement achat. On peut appliquer les mêmes règles de gestion sur l'achat. On peut analyser la performance des acheteurs. On peut analyser la performance des fournisseurs. On pourra appliquer le même contrôle a priori, contrôle a posteriori, et la centralisation a le même effet, que ce soit dans le flux entrant ou le flux sortant, donc les achats ou les ventes. Les entrepôts, c'est la même chose. La production, c'est la même chose. Le contrôle qualité, c'est la même chose. La maintenance, c'est la même chose. Donc, tous les domaines toutes les fonctions d'une entreprise vont bénéficier de ces trois apports qui sont la centralisation, qui sont le contrôle a priori et le contrôle a posteriori. Donc, les retombées de ces trois, on a une retombée majeure. Si on a ces trois piliers, on pourra prétendre à une collaboration, une coordination entre les différents domaines sans friction. Pourquoi? Parce que les règles de gestion sont claires. Les données sont centralisées, on travaille sur les mêmes données. La performance, on peut l'analyser. Donc, le fonctionnement
le fonctionnement des départements entre les départements et les fonctions vont collaborer d'une manière fluide et sans friction. Machine peut-être non, c'était 10 ou la non, c'était 9. On est sûr que c'était 9. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, les règles de gestion d'enchaînement sont appliquées. Du coup, ce que j'ai compris, ça diminue drastiquement l'erreur humaine. Aujourd'hui, si on analyse une entreprise algérienne typique, c'est 90% de l'effort des employés pour régler des problèmes de communication. On a déjà fait je vais m'exprimer en langue les femmes ou on gère normalement. C'est-à-dire qu'on laisse les gens fonctionner comme ils veulent. D'accord? Après, quand le manager ou le propriétaire n'est pas satisfait, il يبدا يعيط عليهم يقول له normalement كندير هكذا normalement كندير هكذا وبعد هو هذاك l'employé يرجع يقول non normalement parce que واحد النهار واحد العام on a fait ça on a fait ceci. Genre, l'énergie quand tu dors les entreprises surtout les petites entreprises privées algériennes, c'est une débauche d'énergie incroyable. C'est un gaspillage incroyable. La performance économique est très faible. Je me permets d'analyser plus ou moins mes concitoyens. On dit 20 ans que les usines. Ça fait 20 ans que nous dormons les usines. Et ils acceptent de perdre du temps. Ils acceptent de perdre de l'énergie. Et ils communiquent énormément. Après, pour eux, les systèmes qui minimisent la communication inutile et qui minimisent les pertes, c'est des options. Or, c'est le début. C'est le début. Une entreprise, exactement. Une entreprise, c'est des personnes, c'est des process. C'est des personnes, c'est des process, mais aussi c'est des systèmes. Donc, les systèmes, ils poussent les personnes à fonctionner selon les process. Les systèmes, c'est les systèmes d'information, donc les trophées de l'ERP, les systèmes de rémunération, les systèmes de pilotage de la performance, etc. Et malheureusement, beaucoup de PME, PMI ne maîtrisent pas cet aspect. Donc, c'est des importateurs, rapidement, ou des fabricants, ils apprennent le métier d'usine, mais ils apprennent sur le tas, la logistique, ils réinventent des façons de faire au lieu d'aller vers les bonnes pratiques. Ils diront des pratiques qui n'ont aucun sens. Et ils analysent des court terme. Je te donne juste un exemple, la vente. Oui. En Algérie, vraiment 100% des entreprises, ils disent que le process doit commencer le process de vente, le bon de commande. C'est-à-dire que le client aille sur le téléphone, il se présente, il y a le commerçant. Il y a tel produit disponible. Il dit non, mais c'est disponible. Donc, il n'y a pas de suivi. Non, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a aucune information qui a été capturée. Il dit un autre client. Il dit, vous avez tel produit. Il dit, non, هذا ما كانش. Il dit, vous avez par exemple, cola, la boisson, 2 litres cola. Il dit, هذه كاين. Il dit, je veux 10 palettes. Il dit, non, j'ai 2 palettes. Il dit, خلاص أعطيني 2 palettes. Il saisit le bon de commande 2 palettes. Donc, la première information, système d'information qu'on capture, et il y a le jour J, tel client est venu prendre 2 palettes. Or, lui, il est venu prendre 20 palettes d'un autre produit non disponible et 10 palettes du produit qui a 2 palettes. Pourquoi? Parce que le process normal, la bonne pratique mondiale, c'est de travailler de devis. C'est-à-dire le commerçant, le client, il dit, il va être au téléphone, on lui fait un devis. On saisit le devis, l'ensemble de ses besoins. Quand on imprime et on valide le devis, il خرج لنا système de tel produit est en rupture, tel produit est en arrivage, etc. Donc, et on informe le client, qui le client dit bon, celui qui est en arrivage, celui qui est en rupture, il n'y a rien à dire, celui qui est dispo, donc on aurait capturé et le besoin et la commande réelle, un clic. Et bien l'ensemble des entreprises algériennes préfèrent gagner le clic. Très bien. Donc, comme tu disais, effectivement, le problème est bien plus profond que ce que tu as énoncé. Tu en as souvent parlé d'ailleurs, c'est le cercle vicieux du sous-développement ici. Mais revenons à la base de la base. Qu'est-ce que perdent ces fabricants, ces entrepreneurs, ces importateurs quand ils ne font pas gaffe à ce clic? Qui pensent que c'est une partie négligeable finalement. C'est ça quand on réinvente un domaine. Au lieu d'aller prendre les bonnes pratiques développées par autrui pendant des dizaines d'années, analyser, optimiser, on invente
Et le risque, en l'inventant et en réinventant le fil à couper le beurre, c'est de développer de mauvaises pratiques. Ont un bénéfice court terme, mais ont ils causent des catastrophes sur le long terme. L'exemple même du clic là, le fameux clic, on capte pas le besoin du client, mais on capte juste la commande du client, fait perdre à l'ERP et au système d'information toute utilité en termes de planification et de prévision. Donc, toute l'information qui est dans l'ERP, actuellement, s'il n'y a pas le besoin réel du client, maintenant, si on n'avait pas utilisé le process, la bonne pratique livrée avec l'ERP qui est de toujours demander aux commerciaux de prendre, de faire un devis à l'aveugle, maintenant saisir le besoin du client et à la validation du devis, il les informations, est-ce que disponible, pas disponible, etc. Et comme ça, on aurait capté le besoin du client. Cette étape minuscule qui est optimisée, pour eux, ils ont optimisé, ils ont gagné du temps, donc l'agent de saisie, donc c'est quelque chose qui enlève à l'ERP toutes les possibilités de faire des plans et des prévisions. Aujourd'hui, l'ensemble, malheureusement, de la PMI, PME algérienne n'est pas capable, il ne sera pas capable de faire des prévisions à court terme. Ils ne peuvent pas. Donc, il chauffe le plan de production, par exemple, il veut faire un plan de production. Il se base sur quoi? Il se base sur ce qu'il a vendu l'année d'avant. Donc, au mois de février, il avait une rupture telle fraise, par exemple, le goût fraise. Donc, puisqu'il avait une rupture, mais donc, il faut le plan, il ne faut pas produire le fraise en février. Parce que février, il ne pas le fraise. Parce que tout simplement, on n'a pas capté la demande. Ça se pourrait que le pic de la demande du goût fraise il aurait été février. Mais comme on n'avait pas de disponibilité et comme le commercial ne capte que la commande réelle honorable qu'on peut honorer, les disponibles de stock, donc automatiquement on continuera à vie à ne pas avoir le besoin réel du client et à avoir toujours ce qu'on a vendu, ce qu'on a fait. Donc, si on fait un plan, à base de données des kainines, il le plan, il faut faire la même chose que les erreurs Donc, des petites, c'est juste un exemple. En fait, on peut, comme ça, citer des dizaines d'exemples partout. D'où l'utilité de l'aspect au départ, dans les ERP, Insigem ou autre, propose des bonnes pratiques. Et on recommande à nos clients et à nos concitoyens, des usines, même en achetant chez d'autres confrères, d'autres produits ERP, c'est de coller aux bonnes pratiques. Les pratiques les معوجين نتاعك ما راهمش forcément les meilleures pratiques. Même les pratiques que tu as copiées chez tes confrères. D'accord. Par exemple, les distributeurs, ils font de la même façon. Moi, un ancien d'un distributeur qui vient apporter les mêmes pratiques en termes de retour market, par exemple, le 26, la distribution qui se fait les magasins, ils utilisent tous les mêmes pratiques. Voilà, ils copient les pratiques de confrère à confrère. Ouais, donc même c'est de mauvaises pratiques, de bonnes pratiques, mais l'essentiel pour eux, ils règlent les problèmes tout de suite. Finalement, c'est un peu triste parce que ça, c'est des pratiques, comme tu dis, apprendre d'une autre personne qui a déjà été dans le domaine. C'est des pratiques qu'il y avait avant qu'on ait une communication élargie dans le monde et qu'on puisse, c'est-à-dire, moi, je peux parler à un Chinois ou à n'importe quelle personne dans le monde pour avoir des conseils ou chercher l'information sur Internet. Et toi, tu me dis qu'ils vont et qu'ils cherchent directement l'information chez les anciens. Exactement. C'est la pratique actuelle. Donc, il lancer la distribution directe. Il celui qui faisait la distribution directe chez un confrère. L'argument, il est réel. C'est que Zama, il y a des spécificités de l'Algérie. D'accord. Et il y a le Kashmir. Il y a le spécificité de l'Algérie. La législation. Pour eux, par exemple, que nous faisons cash, nous faisons autrement, etc. Vous savez, on n'a pas inventé le cash van, on n'a pas inventé la DSD, mais on est كبر على l'Égypte.
مشكل زعما في ليجيبت باغ اكزومبل ولا في لافريك دو سود ولا عندهم زعما دي براتيك بلو ديفلوبي ولا عندهم زعما يخلصوا كاع بلي كارت دو كريدي ولا نو سي توت سي بروبليماتيك لا اكزيست ailleurs et c'est des problématiques qui ont été adressées par la science, qui ont été adressées par l'état de l'art. La majorité des ERP reprennent les meilleures pratiques, d'accord. Malheureusement, nos concitoyens, des professionnels, le secteur industriel ou de distribution, ils sont opiniâtres, sont très opiniâtres. Comme bas qui dit l'ERP, le projet ERP, ils veulent qu'on modifie l'ERP pour épouser leur pratique. Donc, nous نقولوا لهم en général, parce que par exemple, c'est un sujet principal في الدومين تاع les ERP. نقول لهم يا جماعه écoutez, il faut épouser les bonnes pratiques en que faire se peut. Donc, معناتها دائما نبداو نستعملوا l'ERP tel qu'il est et on fait tout pour pouvoir adopter les pratiques, sauf si on prouve le contraire. De point de vue légal, impossible. Il faut de point de vue technique, la couverture 3G, donc on voudra que telle fonctionnalité soit modifiée. On a une barrière, il y a la barrière des 20%. Un ERP, si je ne l'utilise pas à 80% en standard, au minimum absolu, c'est qu'il y a un problème FIA. Il y a un problème FIA. Là, je parle d'un ERP moyen. Dans les grands ERP internationaux, dans la boîte, ils ont toutes les bonnes pratiques. Donc, si tu as d'autres pratiques, il faut vraiment les éliminer, en fait. Il faut les éliminer, sauf si c'est une réglementation. D'accord. C'est finalement, je crois, un peu philosophique, parce que c'est comme dans la vie, il faut suivre ce que font le reste des gens à 80%, sauf si tu as de bonnes raisons de ne pas le faire. Voilà. En général, si on adopte des pratiques, c'est qu'elles sont éprouvées et validées par le temps. Et du coup, c'est avec toutes ces problématiques, c'est à partir de quel moment tu as décidé avec tes fondateurs de commencer cette épopée INSIGEM? C'est à partir de quel moment, puisque tu as visité beaucoup d'entreprises, tu as eu beaucoup de problématiques, quand a eu lieu le déclic par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous raconter? Il y a eu certains déclics à certains moments par rapport à une prise de décision, mais INSIGEM lui-même, c'est le fruit d'évolution et non pas de décision radicale. Au départ, les gens, nous étions une boîte de services informatiques. Donc, Kim Alabalk, Etihad, le groupe, il a été créé par la fusion de plusieurs entreprises, etc. L'une des entreprises était dans le service informatique, c'est-à-dire que nous avons des développeurs, les gens on leur développe ce qu'ils veulent en sur-mesure. En 2006, 2005, 2006, on a commencé à faire un ERP maison qui s'appelle INSIGEM. À l'époque, faire le CRM ou la vente, qu'on a le capital client, d'autres modules, les achats, etc. INSIGEM. Donc, il y a une évolution lente, parce qu'on développait l'ERP à 100%, la maison, de zéro. Après 2011-2012, كان عندنا le chantier تاع الفينانس, كنا l'ERP تاعنا فيه كلش صف الفينانس. بينا نخمو كيفاش نديرو قيلا بلي باش تدخل الفينانس il faut réécrire tout l'ERP de zéro. Tous les modules, on va vers le finance. Parce que tout est interconnecté dans ça. Surtout le finance, il capte. Donc, c'est lourd. On avait réfléchi, ça nous a pris du temps. On avait décidé à l'époque d'utiliser un open source. Ça s'appelait OpenERP. Aujourd'hui, ça s'appelle Odoo. On a développé des connaissances profondes sur certaines problématiques, spécialement industrielles. Si on prend un outil open source qui m'a OpenERP à l'époque, et on pouvait le forker, donc c'est légal, donc c'était un fork. De toute façon, c'est l'open source. Même l'open source, il y a des licences, donc oui, c'est des licences qui te permettent de certaines pratiques, et certaines licences open source ne permettent pas certaines pratiques. On peut faire une émission sur ça. C'est tout un domaine, toute une discussion. Mais la licence d'OpenERP à l'époque permettait de forker, donc
on pensait qu'elle permettait de forquer. Donc, on a forqué. On fork, on prend la base avec le ERP, open source, ou au lieu de développer avec les parties techniques, la partie émergée de la sécurité, la fonctionnalité technique. Les fonctionnalités techniques ou même les fonctionnalités de base. C'est pas la peine de les développer. On s'est dit comme ça, on va se concentrer sur la valeur ajoutée. Les fonctionnalités de notre expertise sur le terrain. Je te donne quelques exemples. Voilà. Il y a énormément de situations où on va les prendre en charge avec le paramétrage et non pas avec le développement. Donc, on ajoute les capacités de l'ERP. Donc, les modèles de documents aussi. On peut créer autant de modèles de documents. On a ajouté cette fonctionnalité Justement, je vais y venir. C'est-à-dire parce que plusieurs entreprises ont des pratiques différentes quand ils arrivent à la vente. On ne sait pas, des fois, c'est la personne qui livre qui va encaisser l'argent et du coup faire ce process-là. Des fois, la personne ne fait que livrer et s'en va et le paiement se fait autrement. Donc, comment c'est géré? Voilà, c'est parmi les fonctionnalités qu'on a ajoutées à OpenERP à l'époque et à Odoo aujourd'hui, c'est de rendre tout ça paramétrable. Donc, on a ajouté énormément de fonctionnalités pour rendre cette ERP encore beaucoup plus flexible. Pourquoi l'Europe, ils ne le font pas? Pourquoi on le fait chez nous? Justement, c'est pour revenir à la première situation, c'est que les praticiens sont opiniâtres. Et au-delà de ça, il y a un aspect législatif par rapport au pharma. En France, ils n'ont pas ce même, par exemple, traitement de psychotropes et de... C'est à peu près... c'est pas ça, c'est général. Je ne fais l'exemple d'une manière générale. D'une manière générale, pour adresser le marché algérien, il faut que ton ERP soit beaucoup plus flexible que l'ERP qui est en pratique ou qui est utilisé à un marché international. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être flexible. Oui. On a besoin d'une flexibilité qui nous permet d'adresser les exigences qui ne sont pas basées sur les bonnes pratiques. Je le fais tenir. Mais les bonnes pratiques. Donc, l'ERP répond aux bonnes pratiques, c'est bon. Il est mis en place d'une manière standard. C'est des économies incroyables. En Algérie, on était devant le dilemme. Avoir ce langage avec les Algériens, non, il y a des bonnes pratiques. Il y a un taïa, il y a un diro qui met des confrères, ils prennent avec la solution internationale, les bonnes pratiques, ça échoue au développement. Donc là, on trouve une autre problématique, c'est qu'un ERP, les de développement spécifique pour un client donné, ça devient une menace sur le long terme. Parce qu'avec le prestataire, le développeur, donc on a une version spécifique. Avec le client, il y a une version spécifique avec l'ERP international ou l'ERP algérien. C'est une très mauvaise pratique. Il faut éviter le développement spécifique. Pour pouvoir éviter le développement spécifique, la philosophie d'Insijam, c'est d'allier entre les deux. C'est-à-dire, on a les bonnes pratiques, mais on a augmenté la capacité de paramétrage de Odoo à un maximum pour pouvoir adresser les besoins de nos clients sans développement. Donc, c'est le cœur avec l'épopée. Même au-delà de ça, il y a l'aspect sécurité qui est très important, parce que si tu développes des parties supplémentaires, il y a d'autres failles de sécurité qui peuvent se créer par-dessus. Beaucoup de choses. Tu dois gérer en plus, ça va être des coûts supplémentaires. À la belle, tu es informaticien, à la belle, il y a ce qu'on appelle la gestion du cycle de vie d'un logiciel. C'est que, au lieu de Odoo, Insijam ou un autre ERP, le cycle de vie, les problèmes de sécurité, les problèmes de performance, les maintenir chaque fois, les patcher, etc., on le fait pour des centaines de clients au même moment. Mais si on fait du développement spécifique, avec le développement spécifique, il faudra gérer son cycle de vie à part. Exactement. D'accord. Donc, c'est des coûts, c'est des risques, c'est énormément de choses. Donc, pour éviter le développement spécifique, il fallait prendre OpenERP à l'époque ou aujourd'hui un autre niveau de paramétrage. Je vais vous parler de la typologie de documents. Donc, qui dit Insijam Odoo, automatiquement, on a la possibilité de définir des documents, autant de documents que vous voulez. Définir BL, BLF, bande livraison facture, c'est qui m'a
وكري دوكيومون كيما حبيت تقبل دوكيومون تكلونيه تعطي له دو nouveaux paramètres, un nouveau process, des données différentes, des entêtes différentes, une impression différente, son développement. Donc les possibilités après de personnalisation deviennent illimitées. D'accord. Et en plus après, quand moi j'ai envie de créer un nouveau document qui sera spécifique l'AMD, je pourrais faire, comme tu as dit, un traitement en fonction de la ligne de ce document. Au-delà de ça, en plus. Bien sûr, donc, je peux configurer des documents tant que je veux, mais je avec le devis, avec le BL, avec le bon de livraison, le bon de commande, le bon de livraison, ils sont hard-coded. Process standard. Ils sont hard-coded et c'est à 90% des besoins. يدخلوا حنا في الجزائر on est obligé de créer un générateur de documents. Donc on configure la typologie des documents et bien sûr combiné avec le fait que le process il est lié à la ligne non pas à l'entête du document, ça donne des possibilités incroyables. Et on a vu les deux possibilités, mais on a apporté énormément des optimisations dans le cœur de l'ERP, un moteur de reporting intégré performant, des tableaux de bord les pages d'atterrissage, donc c'est-à-dire يكون عندك un rôle تدخل في الرول تاعك automatiquement طيح ما تروحش un module de tableau de bord, un module d'analyse طيح automatiquement في des tableaux de bord financier تحوس غير على هذاك الموديل فينانس avec quelque chose de très moderne, une sorte de til comme ça. Bon, après, vous pouvez montrer des vidéos, juste la philosophie de la chose. C'est qu'on se concentre non pas sur développer ce que Odoo a déjà développé, mais on ajoute, c'est des add-ons. Donc, elle est à la nouvelle philosophie. Elle correspond parfaitement à la vision de Odoo, qui est notre partenaire aujourd'hui. Son partenaire, et c'est ça leur vision. Les partenaires comme nous ne doivent pas être juste des agences de formation ou des écoles de formation. Pour eux, c'est à nous de produire de la valeur ajoutée, technologique. Donc c'est le type de partenariat qui est très intéressant pour eux. Donc maintenant, je ne juste du service, mais on a des add-ons, on a de la propriété intellectuelle, nous avons des choses vraiment à ajouter. Certaines sont spécifiques à l'Algérie. Certaines sont spécifiques aux pays qui ressemblent à l'Algérie. Certaines sont utilisables dans n'importe quel pays. Donc, les add-ons Odoo sont utiles. Les add-ons Odoo donc développés par Insigem sont utiles pour tout le monde. Hein. Donc, ce typologie de documents, process par ligne, etc. Peuvent être achetés par n'importe quel. Toi qui as assez voyagé, est-ce que d'après toi c'est applicable dans notre zone de manière générale, le Maghreb? C'est-à-dire, puisque largement, une problématique assez ressemblante finalement. Largement, oui, largement. Donc, que ce soit du point de vue réglementaire, on ressemble énormément. Je dirais même, j'aime pas le terme, malheureusement, c'est une situation, l'Afrique francophone. Mais de l'Afrique francophone, c'est pas par rapport aux Français, mais par rapport au fait qu'ils ont adopté quasiment les mêmes législations. L'Algérie a quelques lois, quelques plus souverainistes que le reste. Oui. Des pays, mais dans le fond, ça reste en termes de pratique des pays qui se ressemblent énormément. Avec le reste de l'Afrique non francophone, aussi il y a énormément de possibilités, mais au-delà, là on réfléchit faire quelque chose qui puisse être résilient et s'adapte aux différents contextes. Et même l'Algérie évolue, donc oui. doucement des fois. Mais bien sûr, il y a par exemple les évolutions législatives et réglementaires. On était un pays d'importateurs. Soudain coup, pour utiliser le terme, tous les importateurs aujourd'hui sont en train de devenir des petits fabricants. Oui. Faible valeur ajoutée, ok. Industrie légère, ok. Mais c'est des fabricants. Donc voilà, donc c'est de nouveaux challenges. Heureusement qu'on avait prévu sur Insigem d'être très très solide sur la production. Donc il faut savoir aussi parfois anticiper. On aurait pu rester sur le modèle importateur et la majorité était importateur. Il fallait juste avoir de bonnes fonctionnalités pour les importateurs. Nous avons toujours été orientés industrie, lien avec les machines. D'ailleurs, nous avons une filiale sœur à Insigem qui est Massana, qui fabrique des MES, des Manufacturing Execution System, avec des boîtiers pour interconnecter les machines. Donc on a toujours été industrie. Donc cette évolution a fait que nos fonctionnalités sont mises en lumière. Donc ces fonctionnalités. Donc il faut toujours voir au-delà de ce qui existe.
faut prendre en charge les besoins actuels du marché et anticiper ceux qui risquent d'arriver. Par la flexibilité. Et c'est le terme qui caractérise. Et la résilience. La résilience et la flexibilité, surtout du logiciel. C'est pour ça que le mot d'ordre ici, c'est flexibilité. C'est un ERP très, très flexible. Toute la force de Odoo, c'est la flexibilité. C'est très puissant, parce que ces process sont standards. Déjà, Odoo répond à 90% des besoins dans des pays bien réglementés. Dans des pays, voilà, une certaine taille aussi. Donc, l'entreprise, il est fait pour une certaine taille. Les fonctionnalités développées par Insijam pour compléter Odoo, on peut aller très, très loin. Nous avons des références très, très solides, de grandes usines, avec des milliers d'employés, avec des centaines de postes, des lots de fabrication. Donc, alhamdoulilah. Donc, on a su anticiper la problématique de la production. On a fait une spécialité où aujourd'hui, le pays ou l'Afrique en général se réindustrialise. Donc, heureusement qu'on a ciblé cette oui, surtout aujourd'hui avec le bouleversement mondial qui est en train d'avoir lieu, des reconstructions économiques, deux blocs qui se forment d'un côté et d'un autre. Bon, on va pas aller un peu plus loin. Je pense que le Covid elle a un petit peu remet les choses à leur ordre. Aujourd'hui, beaucoup de pays préfèrent fabriquer localement à petite échelle et moins cher que de faire appel à des usines géantes centralisées en Chine qui fabriquent le moins cher possible. Donc la production de masse qui a commencé en 1900, elle est en train de s'essouffler. On revient vers des modèles plus écologiques, plus locaux. Le souverainisme revient en force dans les pays sous-développés. Donc de plus en plus, on verra des usines dans des pays sous-développés, même si elles ont de très petites de petits taux d'intégration, mais au moins. Ça va c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Exact. Et puis bon, on avait déjà remarqué ça, je ne sais pas si tu avais vu, la France avait manqué de masques. Et le gouvernement d'ailleurs avait dit au peuple que les masques étaient inutiles à cause de ça, parce qu'ils les livraient de Chine et que la Chine était totalement fermée. Je pense que tous les pays ont souffert. Et puis même les matériaux. Papier toilette. Mais même les iPhones, c'était la première fois dans l'histoire d'Apple qu'ils ne pouvaient pas produire d'iPhone parce qu'ils n'avaient pas assez de matériel, sachant que c'est des gens qui font des prévisions sur de très longues durées. Donc, pour conclure, Insijam, il est orienté pour l'industrie, c'est prendre en charge d'autres scénarios, la distribution. Nous avons des références majeures sur la distribution, mais pour l'industrie, on compte énormément investir sur l'industrie. Comme groupe Ittihad, nous sommes en train de créer d'autres activités complémentaires, notamment sur l'informatique industrielle, sur l'industrie 4.0, sur tout ce qui est robotique, mais au sens industriel, etc. C'est des domaines où on investit énormément. Et c'est un écosystème qui va venir renforcer notre présence aussi sur le secteur ERP. Donc, c'est une vision intégrée par rapport au secteur industriel. Et j'espère que on contribuera et que surtout on pourra accompagner les acteurs de l'industrie à grandir un peu plus vite. Et bon, ça nous fera du bien à tous finalement en Algérie. Exactement.